Alors, aujourd'hui, on est avec Pascal Payan. C'est la première interview vidéo de WhatsApp. Et on parlait cinéma avec ce monsieur qui est un Montréalais et qui fait des miracles avec sa caméra. Ah, j'essaye, hein? J'ai eu la chance de voir deux de ses films. Le premier, c'est One the Horizon. Alors, moi et mon anglais, ça fait deux. Donc, tu me reprends hein, si j'écorche. Et le qui est sorti en 2016. Et le second, c'est Stolen Season qui a été fait en 2020. Correct? Exactement. Le premier, je l'ai fait. Le premier, ça a été On the Horizon. Ça a pris un bon 4 ans à faire. C'était un cheminement assez incroyable parce que je devais juste trouver l'argent. C'était incroyable. C'était très dur à trouver. Au début, c'était un budget beaucoup plus gros. Et est-ce que tu m'entends bien? Très bien, nickel. Fait que c'est ça. Fait que j'avais un budget beaucoup plus gros au début. C'était 250 000 que j'avais besoin. Et j'ai vu que c'était juste impossible à faire. Alors, j'ai refait le budget, j'ai refait le script au complet et j'ai réussi à le faire environ avec 50 000. Et ça a été mon premier long métrage. Ça faisait un bon 13 ans que je faisais des courts-métrages ou des vidéoclips. Puis ça l'a pris. J'ai toujours dit qu'on doit faire beaucoup de projets ou beaucoup de courts-métrages ou musique vidéo, des choses comme ça pour trouver sa signature. Puis une fois que tu as trouvé ta signature, après ça, là, moi, je trouve que là, c'est le temps d'aller attaquer un long-métrage pour vraiment avoir sa signature. Fait que On the Horizon, pour moi, c'est un peu l'emblème de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec vraiment presque rien. Puis sinon, je suis extrêmement fier du résultat. Pour un premier long métrage fait avec absolument aucune équipe, c'était juste moi et un preneur de son. C'est tout. Le reste, je faisais tout de A à Z. C'est pour ça que ça a pris un bon 4 ans pour vraiment trouver comment faire cette ampleur-là de façon quand même efficace. Parce que faire un court-métrage, tu fais ça un week-end ou peu importe, c'est beaucoup plus facile. Mais un long-métrage, c'était 22 jours de travail aux États-Unis, en France. C'était vraiment c'était un monstre comme projet. Mais je suis vraiment fier du résultat. Puis après ça, j'ai appris qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis j'ai évolué. Puis c'est pour ça que Stolen Season, je trouve que c'est rendu un autre créneau côté histoire. Mais bref. Fait que oui, le but, c'est chaque film, il y a toujours une évolution. Puis il faut vraiment apprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Mais pour un premier long métrage, On the Horizon, je suis extrêmement fier. Alors, on rappelle juste que 250 000 dollars, c'est le budget café-thé d'un blockbuster. Et 50 000 dollars, c'est le budget qui gagne. Enfin, il faut juste rappeler ça aux gens. Parce que comme ça, c'est des grosses sommes. Et pour faire un film, c'est juste rien du tout. Donc, il faut juste le rappeler. Ouais, non, exact. Et c'est une des choses, justement, parce que là, j'ai fait mon On the Horizon, ça c'était le premier. Stolen Season, c'était mon deuxième. Là, j'ai shooté mon troisième, April Skies, que j'ai fait en France, Suède et Islande. Et c'était une des choses, justement, que je voulais trouver comment je peux rapetisser toujours le budget, parce que quand même trouver 40 000 ou peu importe, 50 000, c'est quand même 50 000 On ne trouve pas ça au coin des rues. Fait que c'est pour ça que quand j'ai fini Stolen Season, je me suis dit, il était où mon budget? Où c'est que l'argent a été? Et c'était un peu la même chose pour On the Horizon. J'ai fait un peu le budget, puis j'ai fait, OK, pourquoi ça coûte 45 000 Et là, j'ai fait un peu la liste et j'ai, exemple, 10 000 pour les acteurs, 10 000 pour les hôtels, voyagement, la nourriture, les assurances, la caméra. Mais le film en tant que tel a coûté environ 5 000 pour les deux. Si on enlève tout ça, les films coûtent presque rien. C'est pour ça que maintenant, je fais des films comme le troisième que j'ai fait, je l'ai fait pour 7 000 Et il est aussi grandiose à Paris, en Islande, en Suède. Mais j'ai trouvé des trucs justement pour pas avoir besoin d'attendre ces gros montants d'argent-là. Parce que quand justement tu les fais pour en bas de 10 000 c'est beaucoup plus facile à trouver. Tu prends ton argent personnel, tu sauves un petit peu et tu vas le faire. Mais c'est un peu la mentalité que j'essaie de pousser. Puis mon quatrième que je prépare présentement, ça va être filmer la même chose, mais au cinquième avec. Et après ça, je prends une longue pause. Premièrement, pour les sortir. Et deuxièmement, pour faire une sorte de masterclass, une sorte de cours que je vais vendre en ligne pour montrer, regarder comment faire 5 films totalement différents,
mais avec un petit budget en bas de 10 000 avec aucune équipe, et à regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Vous pouvez faire des résultats vraiment géniaux si vous savez quoi faire. Fait que je vais utiliser ces 5 films-là pour faire une sorte de masterclass pour vraiment aider les gens, parce que les gens sont tellement... ils ont peur. Ils ont peur d'aller faire des films à cause qu'ils font juste toujours voir la montagne. Ah, il faut de l'argent, il faut ci, il faut ça. Ça les empêche, ça crée des craintes incroyables. Puis c'est un peu une mission que je veux me donner pour vraiment donner tous mes trucs. Alors, je vais faire une grosse classe que je vais vendre, puis j'espère que ça va vraiment inspirer les gens. Ça va plaire en tout cas, c'est une bonne idée. Oui, parce qu'il y a tellement de gens qui me disent Ah, mais comment tu fais pour faire ça avec une preneuse de son et c'est tout? Ben, premièrement, c'est l'expérience. Et le monde me dit tout le temps pourquoi tu fais ça de cette façon-là? Mais c'est pour aller plus vite, pas dépendre des gens. Puis tu n'as pas besoin d'avoir un gros budget. Parce que si je faisais un peu la version classique, ben, ça finirait jamais. Il faudrait que j'attende des années pour trouver de l'argent. Puis j'ai pas envie de ça. Je veux avoir une idée, j'ai un concept, j'écris le scénario. Après ça, on peut aller tout de suite faire le projet, puis on n'a pas besoin d'attendre. C'est un peu la mentalité que c'est beaucoup plus le fun. Mais oui, il y a toujours le côté négatif. C'est quand c'est le temps de présenter à des grosses boîtes de prod. Oui, tu as fait des projets, mais vu que tu as fait ça seul, ils se disent Ah, mais est-ce que tu es vraiment capable de gérer une équipe? Mais le processus est pareil. C'est juste qu'il y a du bon, et du négatif dans tout. Mais j'aime beaucoup plus aller faire mes projets, expérimenter, devenir meilleur dans la direction, dans l'aspect photo. Mais bref, le but, c'est de jamais être empêché de rien. Le but, c'est de trouver des façons pour pouvoir les créer. Surtout maintenant, en 2020, c'est tellement difficile de faire de l'argent avec des projets indépendants parce que maintenant, le marché est tellement saturé. Il y a tellement de gens qui en font et le marché devient extrêmement petit. Mais bref, une autre discussion pour une autre fois. Et tu penses qu'en ayant si peu d'argent, ça donne plus de créativité? Oui, parce que tu n'as pas besoin d'attendre. Tu as une idée. C'est comme exemple mon quatrième et cinquième long métrage. Le but, c'est comment créer quelque chose d'original, fait avec absolument rien. Exemple, mon quatrième que je fais, il s'appelle A Night Without Tears. Et le tout, c'est deux, trois personnages dans une grosse villa, dans le fin fond d'un champ. Et c'est tout. Le but, c'est de créer un trailer, une sorte de suspense, quelque chose de dark, sombre. Et je veux créer quelque chose où tu utilises juste un lieu qui va être le lieu principal et comment créer quelque chose d'intéressant là. Alors déjà là, ça ne coûte pas beaucoup de choses parce que tu as juste principalement un lieu. Ou même chose, le troisième que j'ai fait, j'étais dans 3 pays, mais pourquoi ça n'a pas coûté cher? C'est à cause que c'était juste moi et la preneuse de son qui voyageaient. J'ai pris des acteurs locaux, alors pas de voyagement, pas d'hôtel, tout le monde retourne chez eux. Fait que c'est des façons comme ça que tu sauves énormément d'argent. C'est stupide, mais si je commençais à tout le monde flyait, exemple, d'un pays à l'autre, prend l'avion, s'en va d'un pays, c'est là que ça va coûter la totale. Fait en éliminant ça, ben, oui, justement, comme là, ça m'a coûté 7 000 $, j'ai pu faire un long métrage, c'est une vraie blague. Et mon prochain va me coûter moins de 10 000 aussi, je prends mon argent. Ou des fois, j'ai des investisseurs, mais vu que c'est tellement pas un gros budget, pour vous autres, c'est pas de risque. Alors oui, ça fait que le tout va beaucoup plus vite. Tu n'as pas besoin d'être empêché de j'ai une idée puis je suis pas capable de la rendre réelle. Au contraire, tu as une idée, tu as un concept, tu l'écris, tu trouves une façon de le faire pas cher, puis tu le vas. Mais sinon, oui, si tu t'attendais pour des gros budgets, ben, c'est là que les freins arrivent. Donc, quand on voit ton premier film, donc On the Horizon, il a coûté 50 000, tu m'as dit? Oui. Le premier. Quand tu vois la qualité, quand tu vois même la photo, quand tu vois les prises, les cadres, quand tu vois, je ne sais pas si tu as utilisé des drones ou pas à un moment, quand tu as ton personnage masculin qui est sur la moto, quand tu vois tes décors qui sont tous naturels, quand tu vois tout ça, bah, c'est génial. C'est-à-dire qu'on a envie de te dire, mais si demain on te donne un budget de 5 millions, qu'est-ce que tu nous fais quoi? Tu nous fais Avenger 4? Mais c'est ça. Le truc, c'est toujours de comment faire quelque chose de grandiose avec absolument rien. Tu sais, exemple, dans Andy Horizon, la scène de la moto que tu parles, le gros désert blanc. Non, dans ce film-là, j'avais pas de drone. C'était moi qui étais debout sur le camion et je filmais. Et c'était quand même assez stable que ça crée l'illusion d'un drone. Mais le but, c'est d'utiliser des lieux
que ça coûte pas cher. C'est pour ça que je shoot toujours de façon très naturelle, lumière naturelle, le lieu naturel à l'extérieur. Tu utilises le soleil, c'est ça qui fait ta lumière. Et tu utilises des lieux magnifiques, justement. Mais aller shooter dans le désert blanc, ça ne coûte rien. C'est un lieu public, tu peux y aller, tu shootes et c'est tout. Même chose pour le château en France. J'avais demandé l'autorisation. Ils m'ont donné un prix vraiment pas cher pour que tout le monde reste là pendant 7 jours. On dormait là. C'était notre lieu de tournage. Puis grâce à ça, ben, on a pu avoir un lieu que quand on regarde visuellement, ça mon Dieu, un château en France, ça doit coûter des milliers et des milliers. Non, pas du tout. Ça avait coûté, je crois, c'était 4 000 C'était pas si dispendieux. Fait que le but, c'est de tout le temps penser comment créer quelque chose de gros avec rien. Même chose pour une season. On a des plages, on a la plage à Gros Rocher. Il y a des lieux vraiment magnifiques. Ou même le troisième que j'ai fait, justement, shooter à travers Paris. Ben, c'est Paris, hein. Tu peux shooter dans les rues, tu n'as pas vraiment besoin d'autorisation. Même chose en Islande, même chose en Suède. Alors, quand tu utilises des lieux comme ça, ben, ton budget ne coûtera rien parce que c'est des lieux publics. Alors, c'est pour ça que tu peux faire justement des films qui ont de l'air grandiose ou que visuellement, ça a l'air à gros budget, mais finalement, non, tu fais juste utiliser toutes les choses qui sont là devant toi. Il faut juste que tu penses, est-ce que ça a l'air gros? Est-ce que justement le désert blanc, visuellement, c'est absolument magnifique. Alors, c'est juste d'utiliser les choses que tu peux avoir à la poignée de ta main. Donc, tu fais scénariste, producteur, réalisateur, cadreur, chef opérateur. Tu fais les cascades aussi sur le camion pour filmer tes acteurs. Tu fais tout, en fait. Tu dors quand? C'est énorme comme travail. Oui, et puis mais le pire, je trouve que faire le film, c'est pas la partie difficile. Qu'est-ce qui est difficile, c'est la préparation avant. Faire les budgets, t'assurer qu'est-ce que tu fais, te faire un plan, exemple, un horaire de chaque jour, je vais filmer telle scène, j'ai 1 heure pour aller faire telle scène, après ça, on doit conduire à telle place. Ça, c'est l'enfer, faire ces choses-là. C'est pour ça que j'ai ma copine, elle est super bonne côté organisation. Alors, j'ai besoin d'elle quand c'est temps de faire les horaires, des choses comme ça. Elle m'aide énormément parce que là-dessus, je suis complètement nul. Alors, j'ai besoin d'une personne stratégique qui est capable d'avoir... Faire des horaires, c'est comme jouer à Tetris. C'est de vraiment t'assurer que tous les blocs cliquent ensemble parfaitement. Mais la préparation avant est toujours plus difficile que le film en tant que tel. Parce qu'une fois que tu es là, tu fais confiance à tes acteurs, tu as tes lieux, tu sais qu'est-ce que tu fais, tu t'en vas, c'est une scène à la fois. Puis, mais la préparation avant, c'est ça qui est l'enfer. Mais une fois que tu es rendu là, après ça, ça va bien. Quand tu es rendu à la dernière journée de tournage, c'est le temps de dire bye. Il y a tellement une satisfaction incroyable. En même temps, c'est comme oui, tu es tanné de les voir, bye bye, je m'en vais. À cause que là, ça fait 20 jours que tu es avec eux tous les jours, 24 heures sur 7. Mais la satisfaction de hey, tout c'est 1 an de préparation, le tournage. Après ça, le montage, tout ça, c'est la partie facile. Tu es chez vous, tu es relax avec ton petit café, tu montes. C'est là que tu redécouvres ton film, que tu donnes un autre angle. Mais je dirais que la préparation, c'est la partie la plus chiante. D'accord. On va parler de ton deuxième film, parce que là, on a un petit peu parlé du premier. Donc, le deuxième qui est Stolen Season, qui a été fait en 2020, qui est différent du premier. On reconnaît un peu ta patte, parce que la façon dont tu filmes des acteurs, la façon dont tu essayes de mettre un sens à l'image, on ressent en fait un sentiment à l'image, c'est ce que j'ai remarqué dans les deux. Il y a aussi un lien sur les personnages masculins qui te ressemblent, que ce soit dans le premier film ou dans le deuxième film, le personnage ou les personnages masculins te ressemblent un petit peu. On sait que tu aimes beaucoup la mer, tu aimes beaucoup la nature, tu aimes beaucoup les rochers, tu aimes beaucoup la moto. Alors, à mon avis, tu dois aussi en faire, parce que tu as des scènes de la moto dans les deux films. Dans le second film, d'ailleurs, qui parle d'une histoire un petit peu poignante, on ne va pas tout révéler, mais d'un ado qui a été adopté et qui cherche sa mère biologique, qui est très bien, tu as des très bons acteurs. Il y a une scène où l'ado fait du motocross, où là, à mon avis, je ne me trompe pas, tu as filmé par drone. Ouais. Je dis pas. Et là, l'image de ces quelques scènes mis bout à bout sont, à mon avis, magnifiques. Tu filmes ça, on a envie de te demander, mais fais-nous un film sur la course auto ou la course de moto, parce que tu sais les filmer, tu sais les cadrer, on voit ça en large, il n'y a pas plusieurs coupes, c'est bien fait, on est dedans.
Et sincèrement, trouver un bon film sur les motos et un bon film sur les autos, sur les courses automobiles, sur le sport en général mécanique, c'est très rare. Alors, il y en a des bons, hein, mais il y en a aussi beaucoup de mauvais. Et est-ce que c'est parce que tu es passionné aussi de ce genre-là que tu arrives à retranscrire ta passion sur pellicule, si je puis dire? Aujourd'hui, c'est numérique, on a Euh, compris. oui et non. Non, je fais pas de moto. J'ai toujours. Non, j'en fais vraiment pas, mais c'est juste quand j'ai fait On the Horizon, on avait une Ducati, la moto noire, magnifique, et je trouvais vraiment que. Je trouve tout le temps que oui, de la moto sur, ou même des voitures, une vieille voiture, c'est comme là, On the Horizon, je vais te dire quelques exemples. La voiture noire qu'on avait, c'est une voiture des années 80. Le film est très années 80 par la texture, la musique. Alors, je voulais avoir beaucoup de références avec un petit côté moderne, dont j'ai emmené la moto beaucoup plus moderne. Et quand j'ai fini ce film-là, j'écrivais le scénario, je me disais, ah, qu'est-ce qu'il pouvait faire le jeune qui pourrait le rendre un petit peu plus rebelle, qu'on ne voit pas beaucoup. Et quand j'ai choisi justement Portland, la ville pour Stolen Season, je connaissais rien de Portland. Et là, quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vu qu'à Portland, il y a vraiment une grosse communauté de motocross. Et je trouvais ça intéressant. Fait que là, je me dis, ah, ben, là, c'est le côté budget encore. Ben, c'est sûrement que je peux contacter des gens qui vont vouloir être dans le film gratuitement, qui vont vouloir emmener leur moto. La scène, justement, où ils se promènent, on avait le lieu de motocross gratuitement. Alors, c'est là que j'ai modifié le scénario et j'ai fait, ah, ben, je crois qu'il donnait un angle sur le motocross, va donner un petit look rebelle. Et en même temps, c'est quelque chose de différent. Et c'est quelque chose que je trouvais vraiment cool parce que je crois que juste le son visuel, je crois que ça peut amener vraiment quelque chose de différent. Puis oui, si on regarde mes deux films, il y a énormément de ressemblances par la moto, les jackets. Dans le premier, un gros jacket de cuir. Dans celui-là, il y a un jacket mauve. La fille, elle a un jacket de cuir. Il y a beaucoup de... Les musiques, il y a toujours une musique française ici et là. Fait qu'il y a des éléments qui se reconnectent facilement. Mais le but, c'était vraiment juste... dans le scénario au début, c'était pas supposé d'être la moto, mais quand j'ai vu le lieu et la communauté de motocross qui était très forte là-bas, c'est là que j'ai modifié le scénario. Mais oui, le but, comme la scène que tu parles, oui, c'était vraiment en drone. Puis il y a des fois, il y a des belles erreurs. Exemple, je peux être honnête, il y avait des scènes où ce que le drone va tellement vite et descend vers le bas et je passe en arrière d'une sorte de petite barricade pendant que le kid tourne en moto. Quand on regarde le résultat, ça a l'air magnifique, mais c'était vraiment une erreur. Le drone, il s'en allait complètement tomber dans le parking lot. Il s'en allait dans le stationnement. Je m'en allais cracher. Je perdais le contrôle, mais quand j'ai regardé l'image, j'ai fait waouh, c'était parfait, ça fonctionnait super bien. Alors, des fois, il y a des erreurs qui rendent quelque chose de magnifique. Mais oui, moi, le but, c'était vraiment. Puis je suis pas un professionnel en drone, mais j'essayais le plus possible de garder une sorte de contact avec qu'est-ce qu'on voyait. Puis je trouve que quand tu cotes pas beaucoup ou tu prends ton temps de vraiment bien voir, ça l'amène juste un. Je trouve que ça rend la scène beaucoup plus forte parce que tu prends vraiment le temps de voir les cascades de la personne qui faisait la moto. Mais bref. Mais oui, non, le but, c'est vraiment de s'adapter et de ne pas avoir peur de justement changer d'histoire pour le rendre encore mieux. Mais, euh, mais oui, non, en gros, j'ai jamais fait de moto de ma vie. Ça doit être la casquette noire qui me fait penser à ça. Et pour répondre que les acteurs me ressemblent, les histoires, c'est toujours des histoires personnelles à moi. Exemple, On the Horizon, c'est à propos d'une histoire toxique, d'une relation. Alors, oui, je voulais avoir quelqu'un qui avait un petit peu. Mais en même temps, je voulais avoir quelqu'un qui avait de la gueule, je voulais avoir quelqu'un d'extrêmement charismatique. Mais ça a donné que oui, il y avait des ressemblances. L'autre, Mike, qui joue dans le film, c'est vraiment qui joue le frère, justement. Ça, c'est vraiment un add-on. L'acteur principal que j'avais au début, complètement différent. Mais quand je l'ai vu sur caméra, il était excellent comme acteur, mais il y avait juste quelque chose qui clashait, que je n'aimais pas. Alors, j'ai décidé de le laisser et j'ai trouvé Mike. Et il y avait juste quelque chose de sale, de bizarre. Il y avait quelque chose de mystérieux, de dangereux, mais en même temps, il est drôle. Alors, il y avait juste une sorte d'amalgame d'un peu tout le monde. Alors, j'ai décidé d'aller avec lui. C'était vraiment un choix génial qui clique parfaitement avec l'actrice dans le film. Mais le but, pour répondre aussi à ta question, le but de passer du premier film au deuxième, je voulais vraiment principalement
agrandir mon écriture. Parce que justement, j'ai appris du premier et je voulais avoir. J'ai compris qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et oui, le premier, vu que c'est un film sur le rêve, sur la relation très rêveuse, je voulais avoir un visuel qui soit comme ça. Mais le deuxième, je me suis dit, je veux juste focuser sur l'histoire. Je veux juste focuser sur l'écriture, juste faire une histoire béton avec des personnages géniaux, pas de mannequins, juste je veux avoir des acteurs vraiment top. Et le reste, la musique, le visuel, le lieu, je trouverai ça par après. Fait que mon but, c'était vraiment juste de focuser sur l'histoire et vraiment d'élever mon écriture. Et je crois que ça a bien fonctionné. Bah, très bien d'ailleurs, parce que ces différences, on la voit. Dans le premier, c'est une histoire d'amour, donc toxique, on va pas tout révéler. C'est bien rythmé. Le film, il fait à peu près 1h20, Ouais. mais c'est ça, hein, 1h20. C'est bien filmé, c'est bien monté, la photo est belle et il est différent du second. Alors, il est plus beau visuellement pour moi, mais le second, c'est vrai qu'on voit que l'écriture elle est plus dense. Tu joues plus sur les acteurs, on joue plus sur l'acting et elle est plus dense. Au niveau des sentiments, c'est plus dense. Mais comme je te disais tout à l'heure, on retrouve vraiment ta patte dans les deux. Alors, bon, parce que moi, je les ai vus à la suite, donc je sais que c'est toi qui l'as fait. Mais il y a quand même une patte, il y a quand même des ressemblances dans plein de choses. Ouais. Donc le premier, donc on parle d'amour toxique. Le second, c'est plutôt un drame intimiste. Le troisième, tu nous prépares quoi? Oui, le troisième, ben là, c'est ça. Quand j'ai fini Stolen Season, je l'ai fini au mois de fin septembre 2018 et avril 2019, j'étais déjà en train de tourner mon troisième. J'ai vraiment écrit un script en un mois. Et justement, du premier au deuxième, c'était une chose que je me reprochais, puis des fois les gens reprochaient aussi. Ils disaient ah, il manque de profondeur dans ton histoire. C'est pour ça que le deuxième, j'ai vraiment focusé que sur l'histoire, avoir des acteurs professionnels, juste avoir quelque chose de beaucoup plus profond pour prouver que j'étais capable de vraiment de diriger, d'écrire quelque chose, des belles histoires et non juste basé sur le visuel. Mais oui, le deuxième est quand même super beau, mais le but de ce film-là, c'était euh, vraiment l'histoire. Que le troisième, parce que le premier, oui, c'est un road trip, c'est très rêveur. Le deuxième, c'est plus un drame. Et le troisième, je voulais faire un film que je veux juste m'amuser. Je me fous de tout le monde, je me fous des règles, je me fous des critiques. Je veux juste faire un film où ce que moi, je peux aller expérimenter et faire des choses complètement différentes. Par exemple, les deux premiers films, c'était filmé à main levée avec la grosse caméra RED. Et j'ai toujours voulu faire un film avec un stabilisateur où ce que tout flotte, tout est très parfait. Alors, mon troisième, j'ai vendu justement ma grosse caméra RED. Je me suis acheté une petite Fuji avec un stabilisateur. J'ai été faire le long métrage comme ça de façon complètement indépendante. Puis je voulais avoir ces trois films dans le fond, trois histoires, trois pays, trois langues, trois histoires, mais tout interconnecté à une tragédie. Il arrive quelque chose que ces trois histoires vont cliquer à un certain point vers la fin de l'histoire. Et je voulais que la partie en Islande ait un style. Je voulais que la partie en Suède ait un style un peu plus à la Bergman. Et je voulais que Paris, ça soit très nouvelle vague, années 60, où ce que les acteurs parlent à la caméra, très expérimental par le son, par la caméra. Fait que c'est vraiment un film de dialogue purement beaucoup de dialogue. C'est un film de dialogue, mais quand même que chaque film a un style complètement indépendant. Parce que je voulais juste, moi, je voulais retrouver un peu la passion. Parce qu'avec le premier, je l'ai dit plus souvent, c'est qu'après le premier, j'ai perdu un peu la passion. C'était tellement de travail pendant 4 à 5 ans, tout faire. Et qu'il y en a qui disent ah, c'est génial ton film, il y en a qui disent ah, c'était de la merde. Et ça, j'avais pas le goût de recommencer à refaire un deuxième film. Alors j'ai fait, en 2017, c'est là que j'ai commencé à préparer mon deuxième, mais j'y allais un petit peu au ralenti. J'étais pas excité d'aller le faire. Et parce que j'avais peur que ce soit un peu la même expérience que le premier. Mais quand j'ai tourné mon deuxième, c'était tellement génial comme expérience. Euh, que justement, après ça, j'ai eu le goût de je veux continuer, mais je veux pousser encore plus. Alors, mon troisième, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Puis toi, vu que tu as vu les deux premiers, mais que tu regardes le troisième, tu vas dire, oh, ça a l'air complètement. Oui, c'est magnifique encore, la musique est un peu similaire, mais tout, comment c'est filmé, le style, l'histoire, c'est complètement différent. C'est ça un peu, je veux prouver aussi que je suis capable d'aller dans plein de styles, mais qu'il y a quand même une signature qui suit de A à Z, mais que je peux aller dans n'importe quel style tout en gardant ma signature. C'était un petit peu ça. Mais le but, c'était vraiment d'avoir
juste du plaisir. Aller refaire un film que si le monde aime, tant mieux. S'il n'aime pas, tant pis. Mais j'ai vraiment eu du plaisir. C'était une expérience géniale. Dirigée en 3 langues, en islandais, suédois, français. Je pensais que ça aurait été plus dur que ça, mais non, c'était super facile. Fait que non, c'est vraiment quelque chose d'unique, un concept unique. Et je suis en train de faire le montage justement et à date, j'adore, c'est vraiment génial. Donc, en fait, tes 3 films vont être connectés, c'est ce que je nous as dit. Donc, tu as l'art du teasing. Oh, ça, c'est pas mal. Le public français peut les voir où et quand, tes films? On the Horizon, il est sur iTunes France. Stolen Season, il va arriver sur Amazon France dans quelques semaines. On est en train de préparer le tout. Et le troisième, je voulais le sortir cette année, le troisième, mais là, à cause de la COVID, c'est un peu la merde. Tout est fermé, aucun festival, ça donne rien. Alors, je vais le sortir l'année prochaine. Et mais oui, là, mon but, je les sors un peu partout, France. Les deux sont pas mal dans plus de 70 pays. Et mais oui, le deuxième va arriver en France en quelques moments. Très bien, super. Et tu es déjà sur le 4e, donc tu nous prépares un trailer. Ouais, ben j'en profite, hein, on est pris en dedans, on peut pas sortir dehors. Le confinement est assez chiant, mais fait que c'est pour ça que j'en profite à écrire. Et j'ai déjà des idées pour mon 5e. J'ai beaucoup de projets, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai beaucoup d'idées que je veux faire, mais le but, c'est pour ça que j'ai jamais en priorité. Là, j'ai mon 4e que je suis en train de faire. Après ça, je vais tourner mon 5e. Après ça, je vais prendre une pause. Mais j'ai déjà 2 autres films après ça que je veux faire. Puis justement, ça coûte pas beaucoup d'argent. Alors, c'est juste de prendre le temps de l'écrire, aller le faire. C'est pour ça que maintenant, je fais mes films pour un maximum de 10 000 parce que premièrement, ça donne rien de mettre trop d'argent pour un film indépendant. Jamais tu vas refaire ton argent. Et c'est une chose que j'ai appris justement. Plus que ça coûte cher avec des films sans acteurs connus, même si le monde aime ça ou peu importe, avant que ça soit rentable, c'est très difficile. Fait que la seule façon maintenant de faire de l'argent, c'est soit que tu te fais acheter par une compagnie, ou soit que une compagnie de production fait ton film, ou soit que tu gagnes des gros festivals. Mais en général, les gros festivals, si tu n'as pas de nom connu ou avoir une grosse production derrière, il n'y a aucune chance. Fait que c'est très difficile maintenant de faire sa route. Fait que c'est pour ça, moi, mon angle, c'est de faire 5 films complètement différents, puis après ça, de faire ma classe, de regarder qu'est-ce que j'ai fait avec mes 5 films. Et j'espère que justement, en vendant la classe, mais le monde va pouvoir voir tous mes films. Puis plus que tu fais des films, plus que le monde peut se les louer ou les acheter. Et c'est comme ça que tu peux faire de l'argent. Si tu fais juste un film, les chances que tu fasses de l'argent sont presque impossibles. Dont le but de j'en fais plusieurs, comme ça, ben c'est plus facile de se refaire de l'argent. Donc, on ressent ton côté artisan quand même, où tu ne veux pas dépasser 10 000 dollars, où tu veux être libre, où tu veux pouvoir faire ce que tu veux sans avoir les contraintes d'un studio, d'un distributeur ou éventuellement d'un producteur. Mais bon, si demain on t'appelle, il y a un producteur français, canadien, américain qui voit un de tes films et qui peut miser sur toi, tu iras quand même. Oui, oui, non, je ne suis pas con. Dans le sens que c'est sûr que c'est juste que pour mes projets personnels, la façon que moi je les fais, puis c'est mon argent personnel, ben, je vais avoir ma liberté, je vais faire tout ce que je fais. Mais j'espère, le but, c'est justement que tu fais des films, que ça va chercher plein de gens. C'est comme l'exemple le deuxième, à date, la réaction est géniale à travers le monde. Je reçois plein de messages, plein de gens partout, c'est super. Alors, tu sais juste jamais. Fait que le but, c'est que tu continues à faire des films et justement que oui, s'il y a un producteur qui dit écoute, j'ai vu ton tel film, je veux travailler avec toi, je veux que tu viennes diriger tel projet, si c'est quelque chose de génial, ben oui, ça me fait plaisir d'y aller. Mais là, présentement, je fais juste parler de mes projets personnels, de ce que moi, je mets mon argent personnel. Mais si n'importe qui m'appelle puis il y a un projet super intéressant puis on peut faire quelque chose de trippant, ben, c'est sûr que je vais vouloir collaborer. Puis c'est juste la seule façon présentement que je peux créer. C'est si je fais ça de ma façon, presque pas personne à travers le monde, ça coûte pas beaucoup de sous et tu peux faire ça quand même très rapidement. Fait que c'est pour ça, ça c'est mon côté personnel, mes projets personnels. Mais si des gens, exemple, j'étais supposé présentement être en Finlande pour faire des pubs, 4 pubs
Mais là, tout a tombé à l'eau. Mais j'ai été approché par des gens. Hey, on aime qu'est-ce que tu fais. On voudrait que tu viennes en Finlande shooter une pub. C'était super génial. Mais là, mais c'est grâce au film que tu fais que ça t'ouvre des portes. Fait que c'est super important de continuer tes projets personnels tout en étant ouvert justement s'il y a des gens professionnels ou des pubs ou des choses comme ça, des gens qui veulent venir te chercher, ben, tu dois être ouvert aussi. Mais tu as besoin quand même de ces projets-là pour pouvoir montrer qu'est-ce que tu es capable de faire. Alors, je rappelle qu'il y a un certain Robert Rodriguez qui a fait Un mariage pour 7 000 $. Donc, là, tu nous parlais d'un de tes films pour 7 000 $ aussi. Et en plus, physiquement, vous ressemblez, casquette, les cheveux longs. Si on te souhaite une carrière à la Robert Rodriguez, tu finiras par James Cameron et par faire un film à 220 millions de dollars. Ah, qui sait? Mais oui, non, mais c'est le point. Tu sais, lui, il avait fait ça en 95, je crois. Mais l'application reste pareille. Il était presque tout seul. Il n'y avait pas beaucoup de gens. C'est juste, il faut avoir le courage, il faut avoir la passion, la détermination. Puis, il ne faut pas s'arrêter, justement. Si tu as envie de le faire, trouve des façons. Puis, je sais que je suis capable de faire beaucoup, mais une chose que je ne suis pas capable vraiment de faire, c'est le son. Fait que c'est pour ça que j'ai ma Alissa, la fille de son, qui est avec moi. On a fait le nouveau film ensemble. Ça fait 2 films. On va en faire 2 autres ensemble. Moi puis elle, on est meilleurs amis, c'est génial, parce qu'on se comprend. Je sais que j'y fais totalement confiance. Moi, je suis capable de faire le reste. Elle, j'y fais confiance pour le son, mais c'est tout. Si tu fais des drames où est-ce que tu n'as pas besoin d'effets spéciaux, des choses comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir plein de gens, pour vrai. Oui, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup d'énergie, tout faire. Tu fais les horaires, tu fais les costumes, tu fais la caméra, tu écris le scénario, tu fais le montage, tu fais le mixing, tu fais le son, le sound design, tu fais tout. Mais reste que c'est comme là, présentement, je suis en train de commencer tous le son et la musique de April Skies, mon 3e film. C'est génial, c'est excitant. J'ai hâte de commencer à créer ce monde-là. Puis, mais oui, c'est beaucoup de travail. C'est sûr que des fois, je voudrais avoir une équipe professionnelle pour le son en studio, des choses comme ça, mais ça coûte des milliers de dollars. Alors, à place de payer ces milliers de dollars-là, ben, je le fais moi-même. C'est sûr que si j'étais millionnaire, j'engagerais plein de gens puis on aurait du fun. Mais là, c'est pas le cas. Fait que comment sauver de l'argent? Tu le fais toi-même. C'est tout. Mais c'est sûr que si tu veux faire, exemple, des effets spéciaux, des choses comme ça, ou des films d'horreur avec du sang ou des choses comme ça, ben là, ça demande, tu as besoin quand même d'un peu plus de monde. Mais t'as pas plus, surtout moi, j'ai fait pas à Montréal mes films, je les fait un peu partout à travers le monde. Alors, soit que j'amène des gens avec moi, mais si c'est ça, ça me coûte des milliers de dollars. Alors, j'ai pas envie. Et sinon, c'est de trouver des gens locaux. Des fois, c'est difficile. Fait que bref. Fait que c'est toujours de choisir un peu ces batailles. Qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Mais c'est pour ça que le 4e que je suis en train de préparer, c'est un trailer, c'est dark. Là, je suis rendu vers la fin du script et je me demande justement, est-ce que j'amène un petit peu de sang? Mais là, je me dis, OK, là, un petit peu de sang, ça veut dire rajouter du budget. Il faut que je trouve du vrai sang. Il faut que j'aie quelqu'un de professionnel pour l'appliquer. Fait que des fois, juste une petite idée peut rendre quelque chose de si compliqué que des fois, ça ne vaut pas la peine. Fait que c'est pour ça que c'est choisir ses batailles. Intéressant, très intéressant. Dernièrement, on va parler un peu cinéma, parce qu'on est là pour ça. Quel film dernièrement t'a plu, dans n'importe quel genre, que ce soit comédie, horreur, action, blockbuster? Vers quel genre de prédilection t'aimes aller en tant que spectateur? Écoute, je dois dire que film, ça fait extrêmement pitié. Je peux même pas me rappeler un film que j'ai fait Oh wow, c'était génial. En général, c'est juste la télé. La télé est tellement rendue forte. C'est ça qui est un peu l'inverse. Avant, c'était les films que tu pouvais expérimenter et la télé est un peu plate. Et là, c'est vraiment l'effet contraire. Les films, c'est rendu tellement. euh, il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'expérimentation, tandis que la télé, c'est là que c'est génial. Tu peux tellement expérimenter. Exemple, la série, je ne sais pas si vous l'avez en France, Mr. Robot. Euh, Mr. Robot, pour moi, c'est une série complètement géniale. Chaque épisode, c'est une expérimentation. Puis c'était complètement fou. C'était 100 fois meilleur que n'importe quel film que j'ai vu récemment parce que chaque épisode d'1 heure était génial. Et maintenant, avec la télé, tu as 10 heures, 15 heures pour embarquer dans une histoire avec des personnages géniaux. Qu'un film, tu as 1h30, 2 heures maximum pour embarquer. C'est pas pareil. Mais un film que j'ai vraiment adoré récemment, fait quoi? Ça fait peut-être 2-3 ans déjà, mais c'était avec Joaquin Phoenix, I Wish You Were Never Here. Et c'est un film. C'est pas le nom. En français, je ne sais pas c'est quoi, mais bref, il faut qu'il aille sauver une petite fille
qui est dans des bordels avec des pédophiles. Ils l'ont appelé Beautiful Day, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a gagné à Cannes pour le meilleur acteur. Oui, oui, en France, c'est Beautiful Day. OK. Où il est avec un marteau. Il est barbu Exactement. avec un. Ce film-là, c'était génial. Et je me base un petit peu sur la structure de ce film pour mon quatrième. J'ai regardé ce film-là, puis c'était génial. Puis c'était simple, direct au point. Il y avait quelque chose d'expérimental en même temps. Mais c'est tout. Maintenant, les films ne prennent plus vraiment de risques. C'est vraiment la télé qui prend le risque. Fait que là, le monde me disait « Ah, pourquoi tu ne fais pas une télésérie? » Ben là, c'est pas du tout pareil. Hein? Alors, tu dis que le cinéma ne prend pas de risque. Je suis d'accord avec toi. Hein. On voit la qualité des séries aujourd'hui. Depuis 24 heures chrono, qui a déjà changé les séries. Il y a eu Game of Thrones. Après, on a eu Breaking Bad. Enfin, voilà, on peut en citer des dizaines et des dizaines. Exact. Au cinéma, par contre, il y a eu un risque dernièrement. Tu m'as parlé de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, il a fait Joker quand même. Joker, ça, c'était génial. Quand tu vois la qualité du film, comment ils ont osé embarquer le spectateur, un film qui a été fait pour 55 petits millions de dollars, ce qui est énorme, mais peu pour un film de ce genre-là. Ouais. Et le film a milliards, donc le film, en fait, a conquis aussi bien les critiques que le public et la coopération. Oui, et en général, les films de super-héros, je m'en fous royalement. C'est quelque chose que j'accroche pas, à part les Superman. J'adore Superman. Mais Joker, oui, écoute, ça, c'est un excellent exemple. Il y a eu l'expérimentation. C'est un angle qu'on n'avait jamais vraiment vu. Joaquin Phoenix est génial. Écoute, ça, c'est un parmi des milliers. Les chances que ça réarrive encore. Mais exemple, le nouveau Batman de Matt Reeves. J'ai vraiment très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. La nouvelle version de Batman. Je crois que ça va aller justement dans cette optique un peu réelle à la Joker. Mais c'est ça. Maintenant, les films, c'est soit des super-héros ou des films indépendants que tu n'entends jamais parler. Il n'y a plus de entre les deux. On est d'accord. On est d'accord. On va voir ce que va nous faire Matt Reeves avec Robert Pattinson en Batman. Ça va être dur de passer après Nolan quand même, mais bon. Ben, moi, j'adore Patterson, je l'adore comme acteur. Alors, je crois que je crois que ça va être vraiment, vraiment bien. Puis, mais c'est tout. Fait que maintenant, j'espère que lentement, ça va revenir avec un peu plus, prendre un peu plus de risques. Mais sinon, la télé, c'est quelque chose de tellement fort qui est difficile maintenant à revenir au film puis d'avoir une intrigue aussi puissante. Fait que c'est pour ça qu'un peu mon approche de quand je fais mes films, c'est pas juste de dire une histoire, dont le but de mon troisième que j'ai fait. Le but maintenant, c'est de faire des films où le concept est gros. Le but, c'est de créer un concept. Si t'es pour faire un film ou un film indépendant, tu peux pas juste faire une histoire drame normale avec des acteurs pas connus en plus. Tu vas te tirer dans le pied. Le but, c'est vraiment de créer un concept. Fait que c'est pour ça qu'après Stolen Season, c'est un peu plus drame, je me suis dit, ben, je veux faire des concepts. Alors, le troisième film, 3 pays, 3 langues, tout est interconnecté, une intrigue. Chaque film a un style différent. Ça n'a jamais vraiment été fait. Le concept est cool. Fait que ça m'a excité. Le quatrième, j'essaie de créer un concept. Comment je peux faire un film dark, juste 2 acteurs, dans un lieu en général. J'essaie de trouver des façons de concept que ça n'a pas été fait avant. Même chose pour le cinquième. Le fait que si tu es pour faire un film, t'es mieux d'avoir un angle vraiment différent, quelque chose d'unique, surtout si t'as pas de nom connu. Sinon, ton film va être complètement inaperçu. Alors, tu dois avoir un petit aspect viral que les gens vont pouvoir en parler. Ah, c'est cool ce film-là à cause de. Si c'était juste un drame normal, je crois que c'est vraiment pas l'approche à prendre. Et aujourd'hui, avec Internet, les plateformes, la VOD, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère aussi de consommation, une nouvelle ère pour découvrir de nouvelles choses. Non, exactement. C'est juste que là, il y a tellement de contenu que c'est difficile à percer à travers. Que là, 15 ans, 10 ans, c'était un petit peu plus facile. Mais là, l'ère digitale est partout. Tu peux faire des films avec ton cellulaire. Les caméras coûtent absolument rien. Alors, il y a tellement de contenu. C'est pour ça que tu dois avoir une approche vraiment unique pour juste... Si le monde parle de ton film, tu dois avoir quelque chose d'unique. Sinon, tu vas juste glisser en dessous et c'est difficile à percer. Mais peut-être qu'avec un bon concept, comme tu le dis, et un bon scénario assez original, tu peux peut-être passer à travers et ton œuvre peut être découverte par beaucoup de gens. Non, exactement. Mais il faut que tu aies quelque chose d'original. Il faut qu'il y ait quelque chose, un concept que tu fasses. Oh, ça n'a jamais été fait ou c'est vraiment cool. Quand tu as ça, bon, parce que si tu as des noms connus, déjà là,
tu peux être un petit peu moins original parce que tu as la force des acteurs connus, que le monde va en parler de toute façon, mais si tu n'as vraiment pas de nom connu, tu dois avoir un concept vraiment cool. Oui, ton scénario doit être cool, ta direction doit être géniale, tout doit être bon, mais le concept, quand le monde en parle, quand tu dis ton histoire en une ligne, le monde doit faire « Ouh, mais je veux le voir, ça a l'air vraiment intriguant, j'ai jamais entendu parler de ça. » Fait que le but, c'est d'avoir vraiment une approche complètement unique, un concept unique pour des films indépendants. J'en parlais justement avec Julien Seri. On s'est fait une interview justement par Zoom. Puis lui, c'est la même chose. Il dit oui, maintenant, c'est lui qui a fait son Night Fair. Le but, c'était de créer le genre de slash trailer, mais c'est un concept, hein. Le concept du taxi de la nuit, et ça a fonctionné. Là, son nouveau qu'il fait, on en parlait justement parce qu'il dit « Ah, je veux faire des films à la Pascal. » Fait que là, on parlait de nos techniques, de comment faire ça avec rien. Puis lui, son nouveau aussi qui dit, il dit que c'est un film d'action avec une personne dans une maison sans autre acteur. Mais c'est un film d'action, mais il est tout seul. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner, mais le concept est intriguant parce que ça n'a jamais été fait. Alors, le but maintenant, quand tu fais des films, c'est d'avoir justement un concept. Alors, on rappelle que Julien Seri, c'est un réalisateur français qui a fait Yamakasi, Les Fils du Vent, Scorpion et Night Fair, qui est son meilleur film et qui a été fait là aussi avec le budget cigarette de Star Wars. Et toi, quand même, les slashers très connus de Carpenter et autres, il y a une patte qui est très belle et vachement bien faite. Et là, on voit qu'avec un peu d'idées, beaucoup de passion, on arrive à faire des belles choses. Oui, exact. Puis en parlant de slasher, dans On the Horizon, le personnage de la fille s'appelle Christine, et dont le film de Carpenter, Christine, que pour moi, c'est un de mes films d'horreur préférés. Alors, il y a des petits... Dans la voiture noire, ou des fois la lumière qui allume, ou des choses comme ça, il y avait des petites références ici et là. Mais, mais oui, le but, fait que Julien, il fait un travail super génial. Puis c'est intéressant de parler avec lui, des concepts, mais même à lui, il a commencé à faire des gros films de millions de dollars, mais maintenant, c'est que ça rapetisse, et ça rapetisse. Il dit que c'est extrêmement dur, lui, avec, de trouver des sous pour aller faire des films. Alors, il essaie de trouver des façons pour faire des films à 20 000 euros, 30 000 euros. Il essaie de trouver des façons originales pour pouvoir partir. Fait que maintenant, c'est ça l'avantage et le désavantage. Il y a tellement de façons de faire des films, mais il y a tellement maintenant de moins en moins de place à se faire voir parce qu'il y a tellement de contenu. Alors, c'est difficile de percer. On consomme tellement les films rapidement. Alors ça, par contre, c'est un mal des plateformes. Mais voilà, tu peux voir des séries en 3 jours. Tu peux voir des films, mettre pause, t'arrêter. On ne consomme pas de cinéma comme il y a 15 ou 20 ans. Et on voit même que les grands du milieu ont même du mal à faire aujourd'hui des films. Il y a un Américain qui s'appelle Jonathan Mostow qui a fait Breakdown avec Kurt Russell, qui est une superbe série B, il y a plusieurs années. Après, il a fait U571, Ouais, qui ouais, est un ouais. film vachement bien sur les sous-marins, qui est super efficace. Après, on lui donne Terminator 3, qui est quand même qui est le projet en 2003, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le gros blockbuster du moment. Ouais. Et puis, Mostow, après, il fait Clones avec Bruce Willis, qui ne marche pas du tout. Et depuis, Jonathan Mostow, il fait rien. Il fait du direct ou DVD. Et puis, c'est pas terrible. Et puis, c'est mauvais. Et puis, lui aussi, il est à la recherche de budget, etc. etc. Donc, on Ouais. voit que même les gens ont du mal à se faire une place. Ouais, je lisais aussi un article sur David Cronenberg, le réalisateur canadien, qui a fait. David Cronenberg, c'est un des meilleurs. Exactement, mais même lui, il disait écoute, ça va faire. Ça fait quoi son dernier film? C'était 2014, je crois. Et il dit j'ai de la misère à avoir de l'argent pour mes films. Et c'est David Cronenberg. Alors, ça veut tout dire. Et c'est pareil pour Brian De Palma. Brian De Palma, Exact. aujourd'hui, en Europe, parce qu'aux États-Unis, on ne veut pas le produire. Même en Europe, il a du mal. Et Brian De Palma, il ne retrouvera jamais sa superbe qu'il avait. Et Brian De Palma, c'est le maître du suspense. Ouais. C'est très compliqué. Hein. Fait que non, c'est extrêmement difficile. Fait que c'est pour ça que le but, c'est soit qu'il y a trois façons de faire des films. Soit que tu gagnes pour faire de l'argent, c'est soit qu'il y a un producteur qui t'embauche, soit que tu gagnes des gros festivals, ou soit que tu as un following, soit que tu as justement énormément de fans qui adorent tes choses. Et quand tu sors quelque chose, le monde va te supporter. Par exemple, le comédien Louis C.K., le stand-up comédien à New York. Même lui, avant, ben là, il y a eu le scandale sur le MeToo, des choses comme ça, mais là, il a sorti
il est sort directement sur son site web. Il vend 5 ou 10 ses stand-up, ses shows. Il est sur des millions de dollars de cette façon-là, à cause qu'il y a un following et il utilise sa plateforme. Fait que c'est vraiment de s'adapter puis de trouver des façons comment justement rentabiliser tes propres films. Parce que si tu fais juste dire « Ah, je les mets sur iTunes ou je les mets sur Amazon et je vais me faire de l'argent », non, surtout Amazon, c'est de la merde maintenant. Là, je le sors sur Amazon, mais je viens de réaliser qu'avant, tu pouvais, quand le monde louait ton film, c'était exemple 4 euros, ou s'ils l'achetaient, c'était 10 euros. Mais là, ils ont changé leur plateforme à cause de Amazon Prime. Et c'est 1 sou l'heure. Ils te donnent 1 sou l'heure. Alors, comment tu veux faire de l'argent? Même si tu aurais 500 000 personnes qui regardent ton film, tu vas te faire 5 hein. C'est ridicule. Alors, puis je ne savais pas quand j'ai signé, bref, quand j'ai sorti mon nouveau film, je n'étais pas au courant. C'est après que quand j'ai signé que la personne m'a dit Ah, c'est rendu comme ça. Bref, ça m'a frustré. Alors, pour mon prochain, mon troisième, je ne vais peut-être pas le sortir sur Amazon parce qu'en tant que pour faire de l'argent, c'est pas une bonne voie. Oui, c'est le fun pour la publicité parce que quand tu mets sur Amazon, il y a beaucoup de gens qui peuvent voir ton film, mais côté rentabilité, c'est la pire plateforme que tu peux aller. Fait que c'est de trouver des façons pour justement pouvoir faire. C'est soit que tu vends des DVD, des Blu-ray, mais ça ne marche plus vraiment. Fait que c'est pour ça, le but, c'est de créer un fanbase, que les gens aiment qu'est-ce que tu fais. Et tu espères que justement, ils vont pouvoir te supporter ou te faire engager par quelque chose d'autre. Fait que maintenant, faire des longs métrages indépendants, c'est vraiment plus une carte d'affaires que d'autres choses. Même chose pour quand Julien a fait Night Fair. Il espérait, il s'est les fait acheter par Universal. Il était très chanceux, mais il disait écoute, je n'étais pas sûr. On fait un film, puis je ne sais pas comment que ça va fonctionner après. Mais le but, c'est que t'en fais, tu espères qu'il y en a un qui va se faire accrocher. Mais là, il a fait après ça son film aux États-Unis, Anderson Fall. Et il n'a pas trop aimé son expérience. Là, il est revenu en France, puis il recommence un peu en bas de l'échelle. C'est tout le temps comme ça. C'est la beauté et ça crée des super belles aventures, mais des fois, c'est juste, tu reviens à la réalité. OK, je dois recommencer un nouveau projet. J'ai pas d'argent. Comment faire quelque chose de cool? Fait que, un peu, c'est ça, 2020, faire des films. Ça reste une grande aventure quand même avec ses hauts et avec ses bas. Mais bon, si la passion est toujours là, je pense que vous serez toujours au rendez-vous. Non, c'est le but, c'est de continuer. On ne sait jamais ce qui va arriver à date. La réaction du deuxième est beaucoup plus grosse que le premier. J'imagine que le troisième va être encore plus gros. Le but, c'est de faire des approches différentes, des choses différentes. Il va toujours avoir une audience, peu importe quoi, qui vont aimer, détester, peu importe. Mais le but, c'est juste de pousser, continuer à faire des choses différentes. Puis, mais surtout, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'espère pouvoir inspirer les gens d'arrêter d'attendre après l'argent. Vous pouvez faire des choses faciles. Moi, ça m'a coûté 7 000 mon prochain film à cause que j'ai dû voyager. Mais si, exemple, vous êtes chanceux en Europe, là, vous pouvez aller de France en Allemagne ou de France à n'importe quel pays pour 50 euros. Nous, du Canada, aller en Europe, c'est 1 000 par billet. Alors, c'est pas du tout pareil. Alors, vous pouvez faire vos films encore moins chers. Tu pourrais faire un long métrage pour 2 000 euros si tu voulais. Fait que, vous êtes vraiment chanceux. Vous pouvez accéder n'importe où dans l'Europe pour 50 euros. Alors, il n'y a vraiment pas de défaite. C'est vraiment juste, tu as une idée, tu vas la faire, prends ta caméra, c'est tout. Vous êtes en Europe, vous avez les lieux les plus magnifiques au monde. Alors, il n'y a aucune défaite. Il y a plus d'un avec ces belles paroles. Exact. Mais non, écoute, c'était super intéressant. Merci d'avoir pris le temps. On a déjà parlé plus d'une heure. Merci à toi. Je crois que tu vas être en retard à ton rendez-vous en plus, parce que tu avais. Écoute, c'est pas grave. Non, ça me fait super plaisir. Puis je trouvais ça intéressant. En fait, parce que quand on parle cinéma et qu'on est passionné, on peut rester 2 heures. Alors, pas sûr que tout le monde verra la vidéo pendant des heures, mais en tout cas, on va en parler pendant des heures. Exact. Mais écoute, merci beaucoup. Et je te tiens au courant pour le troisième. J'espère que ton audience va avoir apprécié. Pour le troisième, j'espère qu'on sera là. On rappelle que tes films On the Horizon est sur iTunes. Exact. On rappelle Stolen Season va bientôt être sur Amazon. Et on encourage tout le monde à aller voir ce que tu fais parce que c'est un super boulot pour très peu d'argent et ça donne beaucoup d'idées. Et c'est super. Et on a hâte de voir le troisième. Et le quatrième, Trier dans la maison, que tu nous as aussi vachement bien vendu. Je pense qu'au niveau distribution et au niveau VRP de tes films, tu es très bon également. On peut me laisser. Au revoir. Et on te dit à très bientôt. Bye.